Dans le paisible village de Ndambé, niché au cœur de la savane ivoirienne, vivait une jeune fille nommée Amina, reconnue pour sa beauté naturelle, sa peau couleur ébène douce comme le velours, et son regard profond qui racontait 1000 histoires. Orpheline de mère depuis l'enfance, elle vivait avec son père, Bako, un homme autoritaire, aigri par la misère, qui peinait à nourrir ses 3 enfants. Amina passait ses journées à puiser de l'eau au puits, cultiver le mil, et aider les femmes du village à piler le foufou. Elle rêvait d'un avenir meilleur, loin des toits de chaume et des chemins poussiéreux. Mais dans ce village où les rêves ne nourrissent pas, les décisions se prennent vite et souvent sans amour. Un soir, alors que le soleil s'endormait sur les collines dorées, son père l'appela près du feu. Son regard était grave. « Amina, dit-il, j'ai pris une décision. Tu es en âge de te marier. Un homme veut t'épouser. Il est pauvre, mais il a besoin d'une épouse. Et nous avons besoin de paix. » Amina sentit son cœur se serrer. « Je ne le connais même pas, papa. Qui est-ce ? » « Il s'appelle Malik. Il vit en bordure du village. Il est boiteux, un peu reclus. Mais il ne demandera ni dot, ni luxe. Papa, il n'y a pas de « mais ». C'est lui ou rien. » Amina se leva, les larmes dans les yeux, l'âme secouée par cette nouvelle. Elle ignorait que Malik, ce prétendu mendiant aux pieds déformés, cachait un secret plus grand que tout ce qu'elle aurait pu imaginer. Un secret d'or, d'immeubles et de pouvoir. Le lendemain matin, Amina fut conduite par son père à la maison de Malik. C'était une petite hutte de terre rouge, au toit de chaume penché comme un vieil homme fatigué. L'endroit semblait abandonné depuis des années. Aucune fleur, aucun rire d'enfant. Juste le bruit du vent et le craquement de bois sous les pas. Malik l'attendait, assis sur un tabouret bancal, son pied gauche visiblement déformé et bandé. Il portait un vieux boubou délavé, les yeux baissés, l'air calme, mais l'esprit ailleurs. Son visage était voilé de mystère. Il ne parlait que lorsqu'on lui parlait, et encore, avec des phrases courtes. Amina, debout face à lui, le cœur serré, sentit un mélange d'injustice et de pitié. Était-ce donc cela sa vie désormais ? Épouser un inconnu, pauvre et brisé ? Elle attendait qu'il la regarde, qu'il dise quelque chose, mais Malik garda le silence. Son père trancha la rencontre. « Vous voilà mari et femme. Amina, tu vivras ici. Fais ton devoir. » Puis il s'en alla, sans même un regard en arrière. Le soir, assise dans la petite pièce, Amina entendit Malik marmonner en regardant une vieille photo accrochée au mur. Un homme souriant, en costume, entouré de gratte-ciel. Elle s'approcha. « C'est ton frère ?» demanda-t-elle. Malik haussa les épaules. « C'est moi. » Amina recula, confuse. « Toi ? Mais cet homme est élégant, bien habillé. » Il. « Oui, c'était moi, avant. » Et sans rien ajouter de plus, il tourna la tête vers la fenêtre. Amina ne comprenait rien. Qui était réellement cet homme qu'on lui avait imposé ? Ce soir-là, sous le toit de la pauvreté, naquit le premier frisson du mystère. Les jours passèrent lentement dans la petite hutte de Malik. Amina faisait le ménage, cuisinait des plats simples avec ce qu'elle pouvait trouver au marché ou cultiver dans le petit jardin à l'arrière. Elle parlait peu, lui encore moins. Malik passait la plupart de son temps à lire de vieux livres en anglais, qu'il cachait sous un tapis lorsqu'elle entrait dans la pièce. Un matin, alors qu'elle balayait sous le lit, Amina découvrit une boîte en bois scellée par un cadenas. Elle voulut l'ignorer, mais sa curiosité était plus forte que la peur. Elle attendit que Malik parte chercher de l'eau pour fouiller un peu. Elle trouva une vieille clé coincée dans une latte du plancher. Tremblante, elle l'inséra dans le cadenas. Clic. La boîte s'ouvrit sur des papiers, des lettres et des documents bancaires. Des comptes remplis de zéros, signés au nom de Malik Diop. Il y avait aussi une carte bancaire en métal noir, un passeport diplomatique et un logo doré, Diop Corporation, New York, Dakar, Dubaï. Amina était en état de choc. « Ce n'est pas possible », murmura-t-elle. À ce moment précis, la porte grinça derrière elle. Malik se tenait là, l'air plus sombre que jamais. « Tu as fouillé mes affaires », dit-il d'un ton calme mais glacial. « Qui es-tu vraiment, Malik ?» cria-t-elle, le souffle court. Il s'approcha lentement, puis s'assit sur le lit. « Maintenant que tu sais, tu mérites de connaître la vérité. » Le silence entre eux devint un murmure lourd de secrets. L'histoire de Malik s'apprêtait à se dévoiler, mais pas tout de suite. Le feu crépitait faiblement dans le coin de la pièce. Amina, les yeux écarquillés, fixait Malik comme si elle le voyait pour la première fois. Il n'était plus ce pauvre homme boiteux dont tout le village parlait avec moquerie. Il était quelque chose d'autre. Quelqu'un d'autre. Malik inspira profondément, les mains posées sur ses genoux. « Je suis né ici, dans ce même village.
Mais j'ai quitté Ndambé à l'âge de 15 ans grâce à une bourse envoyée par un homme blanc qui avait été impressionné par mes dessins. J'ai étudié à Dakar, puis à Londres, ensuite à New York. En quelques années, j'ai monté ma propre entreprise de design technologique. Les contrats ont plu comme la pluie pendant la saison humide. En 5 ans, j'étais milliardaire. Amina n'en croyait pas ses oreilles. Mais, pourquoi es-tu revenu ici? Et pourquoi cette misère? Malik détourna les yeux. Un voile de tristesse obscurcit son regard. Un accident. À Dubaï. Mon chauffeur s'est endormi au volant. Je suis sorti vivant, mais avec une jambe brisée à vie. Mes associés m'ont trahi. Ma fiancée m'a abandonné pendant ma rééducation. Ils m'ont volé mes brevets, ma place, mon empire. Je suis revenu ici pour me reconstruire et pour disparaître. Le silence tomba à nouveau. Amina sentit sa colère se dissiper, remplacée par un mélange d'admiration, de tristesse et de curiosité. Et pourquoi m'avoir laissé t'épouser comme ça, sans rien dire? Il la regarda droit dans les yeux, pour la première fois avec une intensité brûlante. Parce que je voulais savoir si quelqu'un pouvait m'aimer sans savoir que j'étais riche. Sans masque. Sans luxe. Juste, moi. Le feu crépita une fois de plus. Amina était bouleversée. Et ce n'était que le début. Depuis cette révélation, l'atmosphère dans la maison de Malik avait changé. Le silence qui pesait autrefois comme un fardeau s'était allégé. Amina observait son mari différemment. Elle voyait au-delà de sa boiterie, au-delà de ses vêtements usés. Elle voyait un homme marqué par la vie, mais forgé dans le feu de la résilience. Un soir, alors qu'elle préparait un plat de riz gras, Malik s'approcha d'elle avec un sourire timide. C'était la première fois qu'il souriait depuis leur mariage. « Tu cuisines bien », dit-il doucement. Amina leva les yeux, surprise. « Merci. C'est ma mère qui m'a tout appris. » Avant qu'elle ne parte. Il hocha lentement la tête. « Elle serait fière de toi. » Ils partagèrent le repas sous la lumière vacillante d'une lampe à pétrole. Ce fut la première fois qu'ils rirent ensemble, évoquant les histoires cocasses du village, les disputes entre voisins, les querelles pour les chèvres. Mais dans le cœur d'Amina, un dilemme grandissait. Suis-je en train de tomber amoureuse de lui? Pensait-elle. Elle se battait intérieurement. Elle avait été forcée à ce mariage, elle le savait. Pourtant, plus elle découvrait qui était Malik vraiment, plus elle sentait son âme s'attacher à la sienne. De son côté, Malik semblait aussi changer. Moins distant. Plus attentif. Il réparait la clôture, jardinait à nouveau, lisait ses livres à voix haute comme pour partager son monde avec elle. Mais malgré cette harmonie naissante, Amina savait qu'une vérité aussi grande ne pouvait pas rester cachée au village très longtemps. Quelqu'un finirait par tout découvrir. Et ce jour-là, les murs de Ndambé trembleraient. Les rumeurs à Ndambé sont comme le vent. Elles commencent doucement, puis balaient tout sur leur passage. Depuis qu'Amina avait emménagé chez Malik, les langues du village n'avaient cessé de remuer. Cette fille si belle, mariée à un boiteux, murmuraient les femmes près du puits. Il doit avoir des gris-gris. Ou alors, elle cache quelque chose. Un jour, Tanti Fatou, la vieille femme au regard perçant, qui avait réponse à tout, aperçut Amina sortant du marché avec un sac de provisions rarement vu chez les pauvres. Riz parfumé, huile raffinée, tomates fraîches. Où a-t-elle trouvé l'argent? Se demanda-t-elle à haute voix. Puis elle suivit discrètement la jeune femme jusque chez elle. De sa cachette, elle observa quelque chose qui la glaça. Malik sortit, vêtu d'un boubou noir bien repassé, boitant légèrement, mais avec une prestance étrange, comme un homme d'importance. Tanti Fatou fronça les sourcils. Ce n'était pas le comportement d'un mendiant. Le lendemain, les rumeurs se firent plus pressantes. Certains affirmaient avoir vu Malik envoyer un message via un téléphone satellitaire. D'autres disaient qu'il avait été riche autrefois. D'autres encore parlaient de « revenant » ou d'un marabout qui se cache sous les traits d'un homme simple. Quand Amina arriva au marché, les regards pesaient sur elle comme des pierres. « Tu as vendu ton âme pour l'argent ?» lui lança une jeune fille, moqueuse. Mais Amina, droite, digne, répondit simplement. « Mieux vaut l'âme d'un homme bon que les poches pleines d'un homme cruel. » Elle tourna les talons, fière. Mais dans son cœur, elle savait que le calme ne durerait pas. Car dans un village comme Ndambé, les secrets ne restent jamais enterrés bien longtemps. 3 jours après les rumeurs enflées au marché, un 4x4 noir aux vitres teintées, jamais vu à Ndambé, pénétra lentement dans le village. La poussière rouge s'éleva sur son passage. Les enfants couraient derrière en criant, les anciens fronçaient les sourcils. Le véhicule s'arrêta devant la case de Malik. Le moteur s'éteignit. Un homme en costume blanc en descendit, l'air pressé et élégant, tenant une mallette. Les villageois le suivaient des yeux, fascinés. Amina,
qui arrosait les plantes à l'arrière, entendit les pas. Elle se retourna et vit l'homme frapper à leur porte. Malik ouvrit. Un court silence. Puis l'étranger dit calmement. « Monsieur Diop, le conseil d'administration vous réclame à Dakar. Vos actions sont en chute libre et vos anciens associés s'entre-déchirent. Sans vous, l'empire tombera. » Amina, figée, écoutait derrière le mur. Malik croisa les bras, l'air dur. « Je ne suis plus cet homme. Qu'il s'effondre, ça ne m'intéresse pas. Vous êtes toujours l'actionnaire majoritaire. Vous êtes leur seul espoir. Des milliers d'employés attendent votre retour. Refuser, c'est les abandonner. » L'homme sortit un dossier et le tendit à Malik. « Et ce projet que vous avez lancé, le complexe de réhabilitation à Abidjan pour les personnes handicapées, il est sur pause. Sans vous, il ne verra jamais le jour. » Un silence. Puis Malik répondit d'un ton glacial. « Je vais y réfléchir. » L'homme hocha la tête, salua respectueusement Amina en sortant, puis repartit dans le 4x4 sous les regards brûlants du village. Amina entra lentement. Elle fixa son mari. « Ce que j'ai entendu, c'est vrai? Tu construis un centre pour les handicapés? » « Oui, murmura Malik. « Car moi seul sais ce que c'est que d'être brisé, abandonné, puis ignoré. » Et là, pour la première fois, Amina sentit son cœur se fissurer. Mais pas de tristesse, de respect profond. La nuit tomba sur Ndambé avec une brise fraîche chargée de décisions lourdes. Dans la case, le silence régnait. Amina regardait Malik, assis à la table, les yeux rivés sur le dossier laissé par l'homme en costume blanc. Ses doigts effleuraient les papiers comme s'ils portaient le poids d'un royaume. « Tu vas y aller ?» demanda-t-elle doucement. Malik resta silencieux un moment. Puis il leva les yeux vers elle. « Je ne sais pas, Amina. J'ai fui ce monde parce qu'il m'a trahi. J'ai voulu me reconstruire loin de tout, ici. » Elle s'approcha et posa doucement la main sur son épaule. « Mais tu n'es pas un homme ordinaire. Ce que tu portes en toi peut changer la vie des autres. Tu peux transformer la douleur en espoir. » Il la regarda avec une intensité nouvelle. Amina, cette jeune femme qu'on lui avait imposée comme une punition, devenait peu à peu sa lumière dans l'ombre. « Et toi ?» demanda-t-il. « Si je pars, tu viens avec moi ?» Amina hésita. Elle n'avait jamais quitté le village. Son monde, c'était ici, les puits, le marché, les champs au clair de lune. Mais en regardant Malik, elle comprit que son cœur appartenait désormais à autre chose. À quelqu'un. Oui. Si tu veux de moi, je viendrai. Où que tu ailles. Un frisson parcourut Malik. Il se leva, saisit le dossier, et regarda Amina droit dans les yeux. Alors prépare-toi, Amina. Le roi revient dans son royaume. Et cette nuit-là, tandis que le vent chantait à travers les branches, le destin fit un nouveau pas. Car le lendemain, tout allait basculer. À l'aube, Malik se leva avant même que le coq du village ne chante. Il avait déjà rangé ses affaires essentielles dans un sac discret. Un ordinateur, quelques documents, un vieux carnet de croquis et une photo de sa mère. Amina le rejoignit dehors, une étoffe nouée sur la tête, les yeux pleins d'émotion. Le 4x4 revint, ponctuel. Cette fois, il n'y avait plus de doute. Le milliardaire caché sous les haillons s'apprêtait à sortir de l'ombre. Mais le village, lui, n'avait pas dit son dernier mot. Alors que Malik et Amina chargeaient leurs affaires, un attroupement se forma. Des voix s'élevèrent. Où vont-ils comme ça? Le mendiant devient un roi maintenant? Et elle se prend pour une reine? C'était Yoro, un jeune homme jaloux qui avait voulu épouser Amina autrefois. Il s'avança, ricanant. Alors, Malik le pauvre se révèle être un voleur de secrets. On dit que tu étais riche. Tu as tout caché à ton épouse? Et tu crois qu'on va te laisser partir comme ça, sans explication? Malik, debout, fit face à la foule. Il ne tremblait pas. Il ne fuyait pas. Oui, j'étais milliardaire. Oui, j'ai chuté. Mais je n'ai jamais volé. J'ai vécu dans la pauvreté pour comprendre ce qu'on oublie. Ce village m'a jugé sans me connaître. Mais aujourd'hui, je pars, et je reconstruirai plus grand encore. Et si un jour vous avez besoin de moi, je ne tournerai pas le dos. Un silence de plomb tomba. Même Yoro resta muet, écrasé par la force des mots. Amina prit la main de Malik. Ils montèrent dans le véhicule, et alors que le moteur grondait, une enfant courut vers eux et cria. « Monsieur Malik, tu peux m'emmener à l'école, un jour ?» Malik sourit. « Je viendrai te construire une école ici, petite. Tu verras. » Et sur ces mots, le 4x4 s'éloigna, laissant derrière lui un village stupéfait, et devant lui un avenir prêt à renaître. L'autoroute entre Ndambé et Dakar semblait interminable. Amina,
le visage collé à la vitre, découvrait un monde nouveau, des buildings, des routes à plusieurs voies, des panneaux lumineux. Son cœur battait fort, partagé entre excitation et peur. À leur arrivée, Malik fut accueilli dans un luxueux immeuble du centre-ville. Dès qu'il franchit le hall, les agents de sécurité se mirent au garde-à-vous. Le personnel baissa les yeux avec respect. Il n'était plus le boiteux du village. Ici, il était Monsieur Diop. Bienvenue, monsieur. Vos bureaux ont été réactivés. Le conseil vous attend dans 1 heure. Amina, elle, était émerveillée et perdue à la fois. Elle n'avait jamais vu de tel lieu. Ascenseur en verre, moquettes épaisses, lumière dorée. Malik l'aida à s'installer dans une suite spacieuse, avec vue sur l'océan. « C'est ici que tu vivais avant ?» demanda-t-elle. « Non. C'est plus grand, plus vide. Ce n'est pas une maison. Ce n'est qu'un décor, » répondit-il avec mélancolie. Plus tard, dans la grande salle de conférence, Malik retrouva son ancien monde. Des visages tendus, des sourires hypocrites, des regards calculateurs. Il les laissa parler, argumenter, implorer. Puis il se leva. « Si je reviens, ce sera à mes conditions. Et ma première décision, tout bénéfice du prochain trimestre ira à la construction du centre de réhabilitation en Côte d'Ivoire. » Un murmure choqué parcourut la salle. Mais personne n'osa s'opposer. Le lion était de retour. Et il rugissait plus fort qu'avant. Pendant ce temps, Amina ouvrait doucement une boîte dans la suite. À l'intérieur, un collier ancien, une bague en or et une lettre pliée avec soin. Pour la femme qui verra au-delà de mes cicatrices. Ses yeux s'embuèrent. Elle savait alors qu'elle n'était plus une pauvre villageoise. Elle était l'épouse du prince revenu de l'ombre. Alors que Malik reprenait sa place au sommet du monde des affaires africaines, les médias s'emparèrent de son incroyable histoire. Les journaux titraient « Le milliardaire caché au village, une renaissance inattendue. L'homme qui a choisi la pauvreté pour guérir son âme. » Amina, à ses côtés, devenait malgré elle un symbole d'humilité et de fidélité. On l'invitait à des conférences, des interviews. Les femmes l'admiraient, les jeunes filles rêvaient de vivre une histoire comme la sienne. Mais dans l'ombre, les anciens ennemis de Malik n'avaient pas dit leur dernier mot. L'un d'eux, Monsieur Diallo, un ancien associé qui avait trahi Malik après son accident, décida de frapper fort. Il engagea des journalistes pour fouiller la vie de Malik, cherchant à salir son image. Puis il lança une rumeur destructrice. Malik Diop aurait menti sur sa fortune. Tout aurait été construit sur de fausses identités. Et sa femme, une complice. L'affaire explosa. Les médias se retournèrent brutalement. Amina fut harcelée à sa sortie d'une école où elle faisait du bénévolat. On l'accusait de manipulation, de sorcellerie, d'avoir séduit Malik pour l'argent. Un soir, alors que Malik rentrait, il trouva Amina assise au sol, la tête dans les mains, les larmes coulant silencieusement. « Ils veulent me faire passer pour une voleuse, une manipulatrice. Je ne supporte pas ça, Malik. » Il s'agenouilla devant elle, lui releva le menton et dit avec force. « Écoute-moi bien. Tu n'as pas épousé un homme faible. Et moi, je n'ai pas épousé une lâche. Qu'il parle. Nous, on agit. Demain, je leur réponds. » Et le lendemain, le monde allait entendre Malik rugir à nouveau. Le matin suivant, une conférence de presse fut organisée dans un hôtel prestigieux de Dakar. Les journalistes affluaient, les flashs crépitaient. Tout le monde attendait la chute ou le triomphe du mystérieux Malik Diop. Amina était à ses côtés, en robe traditionnelle bleu ciel, digne et silencieuse malgré les murmures. Malik monta sur scène, appuyé sur sa canne, et fixa la salle sans trembler. « Vous m'avez traité de menteur, d'imposteur, d'escroc. Mais moi, je vais vous parler de vérité. » Il fit une pause, sortit une photo de lui sur un lit d'hôpital, paralysé après son accident. « Il y a 3 ans, j'ai tout perdu. Mon entreprise, mes amis, ma santé. Le monde m'a tourné le dos. Alors je suis parti, non pour fuir, mais pour comprendre. » Il pointa vers Amina. « Et dans un petit village oublié, j'ai rencontré une femme plus riche que tous vos comptes en banque. Riche en cœur, riche en courage. Elle m'a aimé quand je n'avais rien. Elle m'a soutenu alors que je ne pouvais même pas marcher sans douleur. » Il prit une lettre devant lui. « Voici les preuves que mes comptes sont nets, que mes actions sont claires, que tout est enregistré légalement. Quant aux accusations, elles viennent d'un homme qui a détourné les fonds de notre ancien projet et que j'ai poursuivi en justice en silence, jusqu'à aujourd'hui. » Il montra un document, plainte déposée contre Monsieur Diallo pour détournement de fonds, preuve à l'appui. La salle resta bouche bée. Vous pouvez fouiller ma vie, mais vous ne trouverez jamais honte ni trahison. Seulement des cicatrices et des victoires.
Les applaudissements jaillirent. Ce n'était plus un simple discours. C'était un règne qui s'imposait. Amina, émue, versa une larme discrète. Malik la regarda et lui souffla. « Tu m'as rendu roi, ma reine. » Et ce jour-là, toute l'Afrique parla d'eux. Non plus avec suspicion, mais avec admiration. Avec la conférence de presse, Malik avait regagné bien plus que sa réputation. Il avait conquis les cœurs, relancé ses projets et cimenté l'amour du peuple. Le centre de réhabilitation pour personnes handicapées fut officiellement lancé avec la bénédiction du gouvernement. Amina devint ambassadrice de l'éducation féminine en milieu rural. Mais comme dans toute ascension fulgurante, l'ennemi ne vient pas toujours de l'extérieur. Un soir, dans les coulisses d'un gala caritatif, Malik fut averti par son fidèle assistant. « Monsieur, il y a eu un virement étrange de 10 millions depuis votre fondation. Et ce n'est pas la première fois. Quelqu'un détourne vos fonds. » Le cœur de Malik se serra. Qui a accès à ces comptes? Uniquement vous et votre bras droit, Khalil. Khalil, son ami d'enfance. Celui qu'il avait sauvé de la rue, élevé comme un frère. Khalil, qui gérait la fondation depuis son retour à Dakar. Malik le convoqua, le regard glacé. « Dis-moi que c'est une erreur, Khalil. » Mais l'autre baissa les yeux. « Coupable. J'ai tout sacrifié pour toi, Malik. Et toi, tu reviens, tu deviens une légende. Moi, je reste ton ombre. Tu n'avais qu'à briller à mes côtés. Pas à m'empoisonner par derrière. » Le silence tomba, lourd comme le ciel avant l'orage. Malik lui tendit une feuille. « Tu as deux choix, rendre ce que tu as volé et quitter ma vie, ou affronter la justice. Je n'aurai pas pitié. » Khalil, brisé, signa. Puis il partit sans un mot. Plus tard, Amina retrouva Malik seul sur leur balcon, face à la mer. « C'est dur de perdre un frère, dit-elle. Ce n'est pas lui que j'ai perdu, murmura Malik. C'est l'illusion que j'avais un frère. Et dans ce moment d'amertume, il comprit que son trône était solide, parce qu'à ses côtés, il avait l'amour vrai et non la flatterie. 1 an s'était écoulé depuis le jour où Malik avait quitté Ndambé dans un 4x4 poussiéreux, accompagné d'une épouse méprisée et d'un avenir incertain. Aujourd'hui, ce même 4x4, flambant neuf, fit son retour dans le village, précédé par un cortège de camions remplis de matériaux, de machines et de promesses. Les enfants couraient en criant son nom. Les femmes ululaient de joie. Les anciens, jadis pleins de doutes, se tenaient droit, comme pour saluer un chef d'État. Mais Malik ne vint pas seul. Derrière lui, Amina descendit du véhicule, resplendissante dans un boubou doré. Elle salua les villageoises une à une, embrassa les enfants, et prit la parole avec assurance. « Nous sommes revenus, pas pour nous venger, mais pour construire. Ici s'élèvera un centre de soins, une école moderne, un marché couvert. Plus jamais ce village ne sera oublié. » Les visages s'illuminèrent. Et quand Malik monta sur l'estrade du vieux terrain de foot, il parla avec la voix d'un homme qui avait tout vécu. « Je suis parti brisé, je reviens debout. Ce village m'a jugé, mais il m'a aussi réveillé. Ici, j'ai trouvé la force d'être un homme. Et grâce à cette femme à mes côtés, j'ai compris que l'amour ne se mesure ni à la richesse ni à la beauté, mais à la loyauté. » Des larmes roulèrent sur les joues des anciens. Yoro, celui qui avait rabaissé Amina autrefois, se fraya un chemin et s'agenouilla. « Pardonne-moi, frère. J'étais aveuglé par la jalousie. » Malik lui tendit la main, le releva. C'est en se relevant ensemble qu'on construit un futur solide. Et cette nuit-là, Ndambé dansa jusqu'à l'aube, non pas pour un roi, mais pour un fils revenu guéri, riche non seulement d'or, mais de grandeur d'âme. 3 ans plus tard, le village de Ndambé ne ressemblait plus au village de jadis. Les routes étaient pavées, les enfants portaient des uniformes colorés, une grande bâtisse aux murs blancs brillait sous le soleil. L'école Amina Diop, avec une bibliothèque moderne et des salles de classe ouvertes sur le monde. Au centre du village, un hôpital flambant neuf accueillait des patients venus de toute la région. On le surnommait la Maison de l'Espoir, car personne n'y était rejeté, même sans argent. Et dans une grande maison construite avec des matériaux locaux, entre modernité et tradition, vivaient Malik et Amina, avec leurs 2 enfants. Un garçon vif et curieux, nommé Yacine, et une petite fille calme aux yeux brillants, Néné. Ce matin-là, Yacine grimpa sur les genoux de son père. « Papa, c'est vrai que tu étais pauvre avant ?» Malik sourit. « Oui, mon fils. Pauvre en apparence. Mais j'étais riche de silence, de douleur, et surtout de ta maman. » Amina entra dans la pièce avec un plateau de thé, toujours aussi rayonnante. « Et aujourd'hui, tu es riche de 2 tornades qui ne te laissent pas dormir. » Ils éclatèrent de rire. Pendant ce temps, dans l'école, un cours était donné. Aujourd'hui, les enfants,
nous allons apprendre comment un homme pauvre, estropié, rejeté, est devenu l'un des bâtisseurs de l'Afrique moderne. Son nom? Et toute la classe cria. Malick Diop. Un vent léger souffla à travers les champs de mil. Comme pour rappeler à tous que le destin peut tout changer, quand le cœur reste pur.